Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Christophe Cousy qui est doctorant en psychologie de la santé et nous allons parler d'un outil pour évaluer la qualité de vie des résidents dans la maladie d'Alzheimer. On va parler en grande partie peut-être de résidents d'EHPAD, mais peut-être pas que. Donc c'est parti. D'abord, merci Christophe de participer à ce podcast. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, je te propose de rapidement te présenter. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Arnaud. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce podcast. Alors, rapidement, je m'appelle Christophe Cousy, je suis un ancien expert comptable, reconverti en psychologue tardivement, à l'âge de 43 ans, après un parcours de 8 ans tout en travaillant à côté. Alors, j'ai fait le choix de la psychologie de la santé qui me paraissait être un champ un peu plus ouvert. Et je me suis formé parallèlement à la gérontologie à Paris. J'ai exercé 3 ans et demi au sein de 2 EHPAD territoriaux dans les Landes, avant de partir faire ma thèse à temps partiel au sein de 2 laboratoires. Alors, le premier laboratoire, c'est un laboratoire à Bordeaux, le laboratoire HACS, qui dépend de l'INSERM. Et l'autre laboratoire, c'est à Toulouse, le CERPPS. Et le sujet de ma thèse, c'est comment évaluer la qualité de vie des résidents en EHPAD qui présentent une maladie d'Alzheimer ou un trouble apparenté. Comment on peut l'évaluer et surtout, après, comment on peut l'améliorer. C'est la suite, en tout cas, de ma thèse. Ok, alors, j'ai du coup une petite question qui me vient, qui peut-être peut paraître indiscrète. En tout cas, c'est une question voilà, un peu perso, mais pourquoi tu passes d'expert comptable à psychologue? Comment tu passes des chiffres à la géronto, à la gériatrie? Alors, j'en avais vraiment marre des chiffres, je n'en pouvais plus. Ça faisait presque une vingtaine d'années que j'étais dans les chiffres, la performance, faire du chiffre d'affaires, faire gagner de l'argent aux autres. Et j'ai décidé vraiment de me tourner vers l'humain. C'était vraiment un changement de perspective, en fait, de valeurs, de prioritisation des valeurs. Et j'avais envie de me tourner vers l'humain. Je me suis dit, pourquoi pas faire psychologue? Je ne m'étais pas lancé dès le départ. J'avais fait expert comptable parce que dans la famille, on était soit avocat, soit expert comptable. Et je me suis dit vraiment, je vais faire un changement d'optique. Et je me suis tourné vers le métier de psychologue. Alors, ça a mis très longtemps pour arriver à être psychologue, tout en travaillant à côté. Le parcours a été difficile. Mais j'étais ravi d'après de pouvoir terminer ce parcours du combattant, sachant qu'on ne sait jamais si on va finir une sélection en dernière année, à l'époque. Ouais. Ok, c'est intéressant parce que finalement, on va parler projet de vie. Là, on a un bel exemple de projet de vie où finalement avec une belle évolution. Ok, du coup, tu deviens psychologue et tu te tournes vers l'accompagnement des personnes âgées. Est-ce que c'est un peu un hasard ou un choix ou Alors, ça se dans passe ma comment? famille, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu aidant auprès de mon père et de ma tante. Mon père qui a eu un AVC en 2004 et ma tante qui était âgée. Donc, je me suis toujours occupé quand même de ma famille. Et j'ai toujours quand même vécu un peu dans un milieu un peu vieillissant. Et c'est la raison pour laquelle également j'ai orienté mes choix, en tout cas, vers les EHPAD dès mon master. J'ai fait mes deux stages en EHPAD durant mon master. Donc, c'était vraiment un choix d'orienter vers l'EHPAD. Je D'accord. ne saurais dire pourquoi, parce que c'était le milieu gériatrique qui m'intéressait et l'EHPAD me paraissait être un lieu institutionnel intéressant, en tout cas, et ce rapport avec le sujet âgé m'intéressait fortement dans un milieu clinique. Ok, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on n'y arrive jamais vraiment Oui, par hasard. Mais bon, c'est ça. ok. Et du coup, tu te penches sur la qualité de vie de la maladie, la qualité de vie des résidents donc atteints de troubles cognitifs. Là aussi, pourquoi? Alors pourquoi? C'est vrai que c'est un constat en arrivant en EHPAD où je me suis dit, bon, on fait des soins auprès de ces patients, mais quelle est leur qualité de vie finalement? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Est-ce qu'on peut la mesurer? Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque en fait, à la fois au niveau clinique et dans la littérature, en tout cas en francophonie. Il n'existait pas d'outils, quels qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, pour évaluer cette qualité de vie qui était spécifique. Et donc je me suis lancé finalement après dans ces recherches pour justement pouvoir trouver un outil et le valider, parce que pour valider un outil, ça prend des années, bien évidemment, parce qu'il faut l'adapter au départ. Lorsqu'on adapte un outil, on ne le traduit pas directement, on ne traduit pas une échelle, on l'adapte en tout cas dans le pays de destination.
Ça a été un travail de longue haleine, mais en tout cas, voilà, c'est parti un petit peu de là, en tout cas, d'un constat en EHPAD, d'un manque sur le terrain, au niveau clinique, et de la recherche également, parce qu'il n'y avait pas aussi d'outils pour évaluer ce concept dans les recherches. Donc, il y avait également un manque au niveau clinique et au niveau de la recherche. Ouais. Moi, j'ai vu du coup, les posts que tu as mis sur LinkedIn, hein, parce que c'est comme ça que souvent Ouais. je repère les nouvelles idées, voilà, les innovations, les choses intéressantes. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que finalement, ma réflexion, c'est de se dire, voilà, en EHPAD, on se dit, on revendique le fait d'être un lieu de vie. Et je pense que c'est important. C'est d'abord le lieu de vie avant le lieu de soins. C'est les soins qui sont au service de la vie et pas l'inverse. Et finalement, on est un peu c'est un peu un dogme, une forme de culture vers laquelle on va, vers laquelle on travaille, mais finalement, c'est quand même quelque chose de pas très concret, la qualité de vie. À Ouais. partir de quoi on estime qu'on a une bonne qualité de vie ou que voilà, qu'on est bien, qu'on est content d'être là? Comment on l'évalue et voilà, et comment après, du coup, on peut se situer, savoir si ça va, si ça va pas, si on doit améliorer et comment on doit améliorer, quels choix et quels axes on doit prendre pour améliorer les choses. Et finalement, je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte, mais c'est vrai que il n'y a pas d'outils. Dans les pads, d'une manière assez classique, on va pouvoir utiliser par exemple une enquête de satisfaction, on va regarder est-ce qu'il y a des remarques, est-ce qu'il y a des plaintes, est-ce que, voilà, ou juste même des discussions plutôt informelles avec des résidents, avec des familles, ça va nous permettre de sentir ce qui se passe, de savoir où est-ce qu'on peut avancer, où est-ce qu'il y a un besoin. Mais finalement, pour un public un peu plus particulier, notamment qui souffre de troubles cognitifs divers et variés, ben, c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que moi, je trouve, alors après, en tout cas, à ma connaissance, en tout cas, avant de voir ton travail, je me dis, il n'y a rien. C'est vraiment au pif, quoi. Oui, tout à fait, absolument. Et c'est vrai que la qualité de vie, c'est un concept un petit peu fourre-tout, même dans le milieu universitaire. Quand on arrive avec ce concept-là, on se dit, mais c'est quoi la qualité de vie finalement? Ils ne savent pas trop la définir. Entre qualité de vie, bien-être subjectif, qui est relatif au bonheur dans les recherches. Mm. Voilà, c'est difficile de faire la part des choses entre tous ces concepts. Et en fait, l'OMS, en 1994, définit plutôt la qualité de vie comme étant une perception qu'a un individu de sa place et de son existence dans le monde, en fait. Donc, c'est vraiment une qualité qui est perçue, subjective, et qui est surtout multidimensionnelle. Ça, c'est très important à comprendre, que la qualité de vie, elle n'est pas unique, elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs domaines de qualité de vie, Ouais. distincts en tout cas. Là, comme ça, tu vois, je pense à la qualité de vie au travail. C'est un Oui, sujet ultra d'actu, très surtout à dans la mode, oui. les établissements de santé. Et Oui, c'est pareil, tu vois, finalement, pareil, si on parle LinkedIn, on voit parfois des ateliers de team building, rénovation de salles de pause, matériel pour faire de la prévention des risques. Enfin, c'est super varié. Et sur quoi on touche vraiment la qualité de vie? Donc, je pense que c'est comme tu dis, c'est multidimensionnel. mhm, Mais du coup, c'est des sujets très larges, très vagues, qui sont finalement assez difficiles à saisir pour vraiment aller dans le bon sens et prendre les bons choix qui vont vraiment avoir un impact pour les personnes qu'on vise, en fait. exactement. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je suis arrivé pour faire l'étude, lorsque j'ai fait les demandes auprès des directeurs d'EHPAD et des cartes de santé, on m'a regardé un petit peu bizarrement. En fait, les directeurs d'EHPAD et les cartes de santé étaient un peu suspicieux. Ils pensaient que je venais évaluer la qualité des soins, la qualité des services ou la qualité de l'EHPAD. Alors qu'en fait, j'ai dû expliquer que je venais étudier la qualité de vie perçue, subjective des résidents, et qu'il n'y avait en aucun cas un jugement de leur part sur la qualité des soins rendus, en tout cas. Et ça, il a fallu Ouais, faire un effort pédagogique, en tout cas, pour se faire ouvrir les portes. Parce que bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais tu ouais, vois, en même temps, je me dis c'est quand même lié parce que finalement, si l'EHPAD, s'il y a une mauvaise qualité de vie perçue, forcément, on va remettre en cause l'EHPAD, son organisation, les personnes qui y travaillent. Alors, peut-être parfois à tort. Je veux dire, juste, voilà, c'est bien des sûr. personnes, je ne sais pas qui. En fait, c'est aussi normal. Je veux dire, en EHPAD, des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes voilà, qui ont des troubles cognitifs divers. Enfin bref, je veux dire, c'est pas forcément super sympa à vivre. Et on peut entendre que la qualité de vie, elle soit pas bonne. Pas du fait Mhm. de l'établissement, mais juste du fait d'une situation et d'un contexte et de l'état de santé, en fait. Bien sûr. Par contre, du coup, j'imagine bien, oui, en tant qu'équipe, ça doit être dur on en reparlera sans doute après, mais ça doit être dur à accepter, juste à évaluer, parce qu'il peut y avoir une remise en cause importante.
Tout Et à on peut fait. voilà. Mhm. Alors, on y reviendra sans doute, mais du coup, est-ce que du coup, tu peux nous parler de cette grille? Du coup, Oui. concrètement, comment on va évaluer, comment tu proposes d'évaluer la qualité de vie perçue par les résidents des EHPAD en France, du coup? Oui. Alors, en fait, c'est une grille, c'est un questionnaire qu'on va qualifier d'auto-évalué, mais par contre, le résident ne remplit pas de lui-même le questionnaire. C'est un questionnaire qui est administré avec une interview, en fait. En principe, c'est le psychologue qui gère l'interview et on va poser au résident 15 questions relatives à sa qualité de vie avec des thématiques, par exemple, sur sa santé, sa forme, sa vitalité, son moral, son cadre de vie, sa mémoire, les relations avec sa famille, avec le personnel, avec les amis, quelle image il a de lui. Et après, les capacités fonctionnelles également, la capacité à s'occuper au quotidien, la capacité à se divertir, à prendre soin de lui-même, à vivre avec les autres. Et surtout, un item qui est très important aussi, c'est sa capacité à faire des choix, à faire encore des choix dans sa vie. On s'est rendu compte finalement que la capacité à faire des choix était extrêmement importante justement pour la qualité de vie. Ça permet de garder ses capacités résiduelles. Et d'ailleurs, il y a une célèbre expérience qui a été faite dans les années 76 par Langeais et Rodin, finalement. Je ne sais pas si j'ai 30 secondes pour raconter cette Vas-y, histoire-là, vas-y, qui me vas-y. paraît très pertinent en tout cas. Des chercheurs ont fait le constat en EHPAD que les personnes étaient assistées et elles perdaient le goût de vivre finalement. Et des chercheuses, finalement, se sont posé la question de savoir comment on pourrait justement évaluer ce problème-là. Et elles ont créé deux groupes en fait, de résidents. Et elles ont distribué une plante verte dans leur chambre. Au premier groupe, on leur a dit que les aides-soignants s'occuperaient de la plante tous les jours. Ils n'auraient rien à faire de leur côté. Au deuxième groupe, les deux chercheuses ont dit aux résidents qu'ils devaient s'occuper eux-mêmes de leur plante intégralement et choisir celle qu'ils voulaient, décider de l'endroit où la poser et même déterminer à quel moment ils allaient l'arroser. Et figure-toi que les résultats ont montré quand même des résultats très significatifs, à savoir que dans le groupe 2 expérimental, donc avec une condition quand même qu'on va qualifier à choix, à responsabilité, les résidents avaient un meilleur état de bien-être au quotidien, ils étaient plus actifs, plus vifs et ils passaient moins de temps passif dans la télévision. Et surtout, incroyable, c'est qu'il y avait un taux de survie qui était 2 fois supérieur aux personnes du groupe 1 finalement, après un suivi de 18 mois. Donc c'est quand même incroyable d'arriver avec une intervention comme ça non médicamenteuse, d'arriver à des résultats significatifs d'une telle manière, juste avec une intervention comme ça non médicamenteuse. Donc, ça montre Ouais. un peu l'importance de laisser le choix aux résidents. C'est extrêmement important. C'est ce que prône un petit peu l'approche Montessori également. Ouais, c'est logique, hein, c'est le choix. Là, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Clément Boxveld qui a fait un voyage, un tour du monde. Alors, il appelle ça le tour du monde de la vieillesse pour voir ce qui se passe dans divers pays. Et, euh, et ce qui est marquant, et moi, ce qui m'a marqué, parce que j'ai vu aussi sur une conférence, c'est finalement les personnes âgées qui vieillissent, entre guillemets, bien et qui sont plutôt heureuses, c'est, comme tu dis, des gens qui sont dynamiques, qui vont faire des choix. Et moi, j'ai cru comprendre, en fait, qu'en fait, c'était des choix aussi liés à de l'activité plutôt pas professionnelle, parce que c'est pas un métier au sens d'un contrat de travail et tout ça, mais c'est des gens qui restent très actifs et qui, Mhm. du coup, ont un rôle dans leur communauté. Oui, Et c'est vrai que quand on rentre en EHPAD, il y a ce fait que il y a une équipe qui est présente et qui Mhm. est capable de s'occuper de tout. C'est ça. On fait Et pour le résident. Il ne fait pas voilà, on lui-même. est capable de tout faire. Mhm. On fait les repas, on fait la lessive, on fait le lit, on fait le ménage, on fait tout. Et en fait, il y a une équipe qui est là pour ça. Il faut dire aussi avec des familles et des résidents qui le rappellent souvent. Je paye, donc, et vous êtes là pour ça, donc faites-le. Sauf que du coup, ce qu'on constate, c'est que souvent, à l'entrée en EHPAD, il peut y avoir une perte d'autonomie assez importante, voire même un syndrome de glissement assez rapide, si la personne s'arrête complètement d'avoir une activité et de faire quoi que ce soit, en fait. Si elle ne fait plus rien, ben forcément, elle perd aussi tout le sens de, de sa vie, de son existence. Et du coup, ça a un impact physique, Tout à fait, moral absolument. et physique. Exactement. C'est ce qu'on appelle en psychologie. Il y a beaucoup d'études sur ça. C'est la perte du contrôle, en fait. Ouais. Et les études ont montré que lorsqu'on perdait le contrôle sur la situation, voilà, la situation se dégradait. Il y a aussi une perte de l'utilité, du rôle social. Et c'est extrêmement important de pouvoir leur faire garder un rôle dans la mesure du possible.
J'ai vu des situations parfois en EHPAD, des EHPAD un peu innovants, où ils proposaient justement, par exemple, une personne qui était postière, qu'on lui attribue finalement le rôle de distribuer le courrier tous les jours le matin. Et ça l'a revigoré un petit peu, ça lui redonnait un sentiment d'utilité et de rôle social. Ouais. En sachant que c'est super compliqué parce que autant le courrier, ça va, mais encore, faut pas qu'elle mélange, faut pas qu'elle perde un courrier important. Mais C'est ça. j'imagine qu'ils ont anticipé et que voilà. Mais derrière, il y a ce poids des normes, des réglementations et l'équilibre bénéfice-risque ou en tout cas sécurité-liberté qui penche plus vers la sécurité et qui fait que bah non, on ne va pas prendre de risques. Bien C'est tout sûr. con, hein, mais on le voit sur c'est un peu le principe de l'approche Carpe Diem, mais en tout cas de la maison Carpe Diem, le principe de dire voilà, les résidents vont participer au repas, au ménage, et là finalement, ils doivent faire des choix, ils font partie, ils sont impliqués. Tout à fait, absolument. C'est ce qu'évoquait Manon, hein, c'est ça, ta présidente Ouais, intervenante? Oui, exactement. J'adhérais entièrement à ce qu'elle disait. C'est tout à fait, on est dans la même approche. C'est tout à fait ça. et c'est compliqué, mais tu vois, finalement, je me dis, pardon, l'axe aujourd'hui, ce serait même dans un projet d'établissement, ce serait finalement de comment rendre les résidents le plus acteurs possible. Oui, Je ne sais pas exactement. si, Oui, c'est ça. après, très compliqué, hein, mais finalement, si on veut, est-ce que ce serait pas la conclusion du podcast, on ne va pas conclure maintenant parce qu'on a plein de choses à dire, mais de se dire qu'en fait, si on veut que les résidents soient bien en EHPAD, ben, il faut leur donner du boulot, il faut qu'ils soient au maximum acteurs de tout ce qui se passe. Exactement. Leur laisser le choix, leur laisser décider de ce qu'ils veulent faire et quand ils veulent le faire. Et en respectant aussi, bien sûr, ceux qui ne veulent pas s'impliquer là-dedans. C'est une évidence. Il y en a qui seront partants, d'autres pas. Il faut respecter les choix de chacun. Mais cette question de choix est très importante, je trouve. Ça, c'est très important. Et oui, pour en revenir, c'est vrai que tu m'avais posé cette question. Bon, j'ai dérivé un petit peu par rapport à l'échelle, mais c'est vrai que c'est une échelle finalement qui évalue donc 15 items différents sur le domaine de la qualité de vie. Par exemple, un item important, c'est sur la santé, par exemple. La première question, c'est tout d'abord, que pensez-vous de votre santé physique? Diriez-vous qu'elle est mauvaise, moyenne, bonne ou excellente? Et on va lui demander finalement d'entourer le mot ou de cocher. Et s'il ne peut pas le faire lui-même, on va le faire à sa place, par contre. À ce moment-là, pour des gens qui ont des troubles visuels, par exemple, qui ne peuvent pas écrire, qui n'y voient pas, on va répondre à leur place. Mais enfin, en tout cas, on attend leur réponse et on coche la réponse à leur place. Alors, sur ces 15 dimensions, en fait, ils vont évaluer différemment les domaines, bien évidemment. Et ils vont répondre par mauvais, moyen, bon ou excellent. Alors, ça leur donne un cadre, en fait. On s'est rendu compte, finalement, que les résidents, même avec des troubles sévères, étaient capables de répondre à ces questions qui étaient plutôt fermées, finalement, en répondant avec 4 choix. Alors que sur des questions libres, lorsque les résidents ont des troubles cognitifs trop importants, ils ne sont pas capables de produire le langage. Mais ils peuvent répondre à ces questions qui sont quand même assez simples. Ouais, je comprends. Non, et puis j'imagine, enfin, c'est quand même un questionnaire relativement simple et rapide, parce que 15 questions, ça Oui, va. oui. En moyenne, je ne sais pas, parce que bon, il faut le temps d'expliquer, de Oui, mettre en confiance et tout ça. alors le temps, tout à fait, en moyenne, le départ, en présentant un petit peu l'objet du questionnaire et en prenant le temps également après, il faut en moyenne entre 11 et 15 minutes. C'est assez rapide finalement. Ouais, du coup, ça reste quand même gérable Oui, pour le psychologue qui est souvent à temps partiel et qui est voilà, dans un établissement où il peut y avoir quand même pas mal de résidents. Mais du coup, c'est quelque chose qui peut être fait. Est-ce que tu préconises de le faire à une fréquence régulière pour voir une évolution oui, alors ça c'est très important, de le faire à mesure répétée. Et surtout de ne pas le faire dès le départ. On ne va pas le faire dès que le résident intègre l'EHPAD. Parce qu'il faut D'accord. qu'il y ait une capacité d'adaptation quand même au sein de l'EHPAD. Ouais. Donc, on va le faire peut-être 1 ou 2 mois après, et après, on va le faire tous les 6 mois ou 1 an, finalement, pour voir un petit peu l'évolution. Est-ce qu'on perçoit une évolution de sa qualité de vie? Est-ce que voilà, il y a une dégradation de sa qualité de vie ou justement il y a une amélioration de la qualité de vie et on va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les éléments qui font justement basculer cette qualité de vie. Ok. Alors, on a parlé de ce qu'il y a dans la grille, le contenu, comment on l'utilise. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur son origine? Donc, c'est une grille qui vient des États-Unis, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est une grille en fait, qui a été créée par Rebecca Loxton en 1996, mais ensuite qui a été adaptée en version américaine institutionnelle en 2005. Et depuis 2005, en fait, cette échelle-là a été utilisée aux États-Unis et dans le monde anglophone, mais elle n'avait jamais été adaptée en francophonie. Et donc, il n'y avait pas d'échelle pour évaluer la qualité de vie des résidents dans le mal d'Alzheimer et des troubles apparentés en institution, en EHPAD, en francophonie jusque-là.
Et donc, j'ai fait le choix justement de valider cette échelle-là en me disant qu'elle pourrait vraiment être utile en francophonie en tout cas. Et ça a été l'objet de mes recherches. Mais elle était du coup pas disponible en francophonie, mais moi alors après, bon, je suis pas spécialiste de ça du tout, mais est-ce qu'il y avait une autre grille ou est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que vraiment, est-ce qu'on a rien? Est-ce qu'on avait Ah, rien? alors, il existe une grille sur laquelle l'échelle a été adaptée, mais elle était plutôt adaptée à la version à domicile parce qu'il y avait des items qui étaient très spécifiques. Par exemple, comment gérez-vous votre argent au quotidien? Et Ouais. cet item-là n'était pas possible pour la version institution. Donc, en fait, elle a été adaptée d'une version qui était plutôt adaptée au domicile à la base, mais qui avait été validée en français dans les années 2000. Mais c'est vrai que pour la version EHPAD, il n'y avait rien en fait, au niveau institutionnel en francophonie. Et ce qui était important aussi, c'était de valider une échelle surtout d'auto-évaluation. Même si c'est un questionnaire avec lequel on va interviewer le résident, il s'agit quand même de l'interroger lui. Et c'est lui qui va donner les réponses. Parce qu'en fait, dans les questionnaires de qualité de vie, il y a les versions auto-évaluation, où les patients répondent eux-mêmes, et les versions hétéro-évaluation, en fait, où ce sont les soignants et les familles qui vont évaluer pour la personne. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de biais par rapport à ces questionnaires hétéro-évalués. On s'est rendu compte que les familles et les soignants sous-estimaient la qualité de vie des patients et des proches. En fait, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait des phénomènes d'anosognosie, en fait, où les patients vont manquer, avec un manque de conscience de la maladie, et ils vont scorer beaucoup plus haut. Et ça, c'est un biais, en fait, dans les versions où les soignants et les familles évaluent la qualité de vie comme ça, de manière hétéro-évaluée. Ouais, tu veux dire qu'en fait, en Ils fait, si le projettent. résident ne se Ouais, rend pas compte de peut-être l'état peut-être des orientations dans lequel il se trouve, finalement, lui, il ne s'en rend oui, pas trop compte, donc en fait, ça va. ça Alors que va, quand on se projette et on se dit, mince, exactement. il a l'air vraiment perdu, de se dire, ben ouais, si tu me dis 6 mois, ça m'arrive, je le vivrais vraiment mal. Sauf qu'en fait, Exactement. Et on on s'en projette rendrait sa pas propre compte. qualité de vie finalement. Ouais, On a du mal à se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour ouais, évaluer sa bien propre sûr. qualité de vie. C'est pour ça que la qualité de vie ne peut être que subjective, hein. Donc, c'est Ouais. dur de demander à quelqu'un d'évaluer la qualité de vie pour une autre personne. C'est pour ça qu'il y a des biais dans ces échelles, justement, hétéro-évaluées et qui ne me paraissent pas pertinentes, excepté pour des résidents qui ont des troubles cognitifs trop sévères. Alors oui, dans ce cadre-là, on est obligé de passer par ces échelles qui sont hétéro-évaluées et on va parler d'échelles plutôt d'observation. Mais est-ce qu'on est vraiment dans la qualité de vie? Là, j'ai un doute quand même. Je pense qu'on passe vers des échelles plutôt d'évaluation, d'hétéro-évaluation du bien-être, mais on n'est plus dans la qualité de vie, parce que la qualité de vie ne peut être qu'auto-évaluée et subjective. Hmm. Ouais, c'est plus le mode de vie, en fait. On Oui, tout pourra à dire, fait. est-ce qu'il est Oui, autonome, capable et tout. Ok. exactement. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est la différence qu'il peut y avoir entre la qualité de vie perçue par le résident et par sa famille, parce que ça, c'est un sujet quand même pas mal difficile à gérer. Ça entraîne un stress aussi énorme et une culpabilité énorme pour les familles, et être capable de dire, bah, vous voyez, objectivement, Exactement. lui, ça va, hein. Ben oui. Donc, détendez-vous un peu. On Oui, peut, voilà. regardez votre proche. Il a estimé avoir une qualité de vie tout à fait acceptable, alors que vous avez le sentiment qu'il ne l'a pas, mais c'est sa réalité subjective à lui. Donc, vous voyez, Ouais. soyez rassurés. Et puis dans la logique d'un projet de vie qui peut être co-construit avec la famille, ça permet aussi de se baser sur des axes ouais, un peu plus factuels en fait. Se dire, bah, Oui, vous voyez, ça c'est un sujet qui lui ne mm, le préoccupe pas, il le vit bien, donc c'est pas, tout à fait, faut pas toucher, faut pas changer, et voilà. exactement. Et pour un Par autre contre, il y item, a un autre peut-être d'autres choses. sujet, ça lui tient à cœur et on va le prendre en compte, justement. On va essayer de l'améliorer sur ce point-là. C'est ça qui est intéressant, finalement, de voir quels sont les points d'amélioration possibles, des points qui sont Ouais. pertinents. Finalement, la qualité de vie, c'est de se demander qu'est-ce qui est important pour le résident. Parce que dans les études qualitatives, après, ce qu'on demande, ce qui ne figure pas dans l'échelle, c'est finalement qu'est-ce qui est important pour vous actuellement. Et c'est ce sur quoi on va se baser. Parce qu'en fait, il y a une repriorisation finalement des valeurs au fur et à mesure que l'on évolue dans la vie. Tous, hein, que l'on soit malade ou pas, hein, patient ou pas. On va C'est clair. reprioriser ces valeurs. Oui. Ok. Alors, bon, il y a cette logique de projet de vie qui est super intéressante, qui permet Oui. d'axer les choses. Après, voilà, alors moi je me dis, c'est quand même. Alors peut-être que je me trompe, mais toi tu sauras, par rapport à tes recherches peut-être, est-ce que tu as vu des établissements où ils avaient une approche déjà un peu comme ça, ou est-ce qu'ils avaient construit un questionnaire qui permettait d'aller chercher un peu
ces infos-là assez subjectives? Oui, alors il y a des établissements tout à fait qui sont centrés un petit peu sur la personne. C'est vrai qu'ils prennent en compte vraiment le projet de vie comme étant le cœur finalement du projet de soin, hein. Et il y a des Mhm. établissements, bien sûr, qui sont plutôt une approche beaucoup plus dans le soin, qui omettent un petit peu cette dimension un peu subjective du projet de vie, et qui vont faire, bien sûr, le projet de vie, on le sait, comme étant une obligation annuelle, mais avec un projet de vie qui n'est pas vraiment suivi. Mais il y a des établissements, bien sûr, qui s'intéressent à la qualité de vie, en tout cas. Ça, c'est une évidence. Ouais. Et Ben, justement, pour le coupler au projet de vie, c'est ça qui est important. On va évaluer la qualité de vie pour coupler, finalement, au projet de vie du résident. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, moi, je pense que le projet de vie, je pense qu'il est quand même central assez partout. Tu vois, Ouais. vraiment, je pense qu'il y a pas, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, parce que finalement, si t'es pas d'accord là-dessus, je veux dire, tu trouves pas le Mm. sens de l'EHPAD et du C'est ça. travail en EHPAD. Mm. Par contre, je pense qu'il y a un gros problème, un gros déficit d'outils et de moyens, mais Mhm. de moyens outils, hein. Mm. Pas rentrer dans les moyens humains. Juste, Mm. enfin, un peu, mais surtout l'outil. Et finalement, on sait pas trop ce qu'on va y mettre. Moi, tu vois, j'ai vu souvent des projets de vie, ah, ben, on va faire ci, on va faire ça, on va proposer des sorties, on va proposer des trucs. Mais finalement, on est sur des choses qui sont peu réalisables, Mhm. un peu trop ambitieux, finalement peut-être même pas forcément trop adaptés, ce qui fait quand l'équipe et encore quand les personnes ceux qui n'ont pas participé à l'élaboration, tu vois, à cette fameuse petite réunion, vont avoir ça, ils vont se dire, ouais, mais je sais pas, hein, ça me semble pas très cohérent, ça me semble pas trop faisable, donc hop, je laisse tomber, on verra plus tard. Euh, Tandis que si on est sur des éléments plus précis, vraiment axés sur le besoin de la personne, là, ça a plus de sens. Et là, on va se dire, bah ouais, à la fois c'est faisable et en même temps, on voit l'impact possible pour la personne. Et donc là, ça va se faire même certainement naturellement. Tu vois, sans qu'on ait à se dire, bon, attention, dans le projet de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Tu vois, c'est Mm. vraiment, voilà, ça a du sens. Et ça se fait naturellement. Et je pense que Mm. même, on va pouvoir intégrer dans le projet de vie des choses que les équipes font déjà, parce Mm. qu'elles l'ont senti, elles l'ont perçu. Tu vois, les aides-soignantes qui passent leur journée au quotidien aux côtés du résident, voilà, elles ont senti le truc, elles l'ont déjà mis un peu en place. Sauf que du coup, en l'intégrant dans le projet de vie, ça permet de donner encore plus de valeur à ce qui est fait et peut-être d'aller un peu plus loin. Mm. Tout à fait, j'adhère totalement à ce que tu dis, hein. C'est tout à fait ça, c'est ce vers quoi en tout cas il faudrait aller, et en donnant un peu plus de poids aussi aux AS qui sont référentes, en leur donnant voilà, euh, une habilitation à rédiger le projet de vie, en tout cas à participer à la construction de ce projet de vie, à les impliquer. Ouais. Ouais, ça c'est important je trouve, et ça les valorise également, bien évidemment. Et puis à comprendre aussi ce qui manque parfois aussi, c'est comprendre vraiment l'objectif, le sens qu'il y a derrière ce projet de vie. Que le Ouais. principe, c'est pas juste de faire un projet de vie. Et c'est pour ça qu'à la fin, le projet de vie, ça croise le projet de soins et que c'est la même chose. Et c'est ça, En fait, d'ailleurs, maintenant, on l'appelle le projet d'accompagnement personnalisé, mais c'est vraiment du coup comment on va ouais. s'adapter à la personne. Et parce que voilà, projet de vie, projet de soins, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Et ça se Ils, recoupe ils devraient beaucoup, être tout quoi. à fait liés, et pas indépendants l'un de l'autre, ça c'est une C'est évidence. ça. Ouais, ouais. OK. Et souvent, Vas-y, vas-y. oui, et dans ces projets de vie, finalement, souvent, on fait l'erreur souvent de définir des objectifs. On ne sépare pas les objectifs des actions, finalement. On met des objectifs, mais on ne met pas les actions. On n'arrive pas à les évaluer après, finalement. On ne sait pas si on a atteint l'objectif parce qu'on n'a pas défini des actions très précises avec des critères d'évaluation. Et ça, je trouve dommage dans Ouais, ces on va projets de être vie. trop large. Mais Trop large, c'est, oui, mais en fait, c'est très dur à faire. Parce qu'à la mm, fois, il y a du subjectif, on bien sait sûr. qu'on est sur un moyen limité. On est aussi sur Alors, il peut y avoir parfois le poids, la pression des familles qui vont demander des choses qui paraissent pas forcément ce qu'il y a de plus cohérent, ou en tout cas par rapport aux attentes du résident. On a aussi des résidents qui expriment très peu de choses. Et du coup, c'est compliqué. Et Mm, à un moment, mm, le projet de vie, on peut pas l'inventer. En fait, mm, il faut pouvoir s'appuyer sur des éléments. Et moi, je me suis toujours dit, parfois, il faut accepter qu'il y ait pas de projet de vie, en fait. Que mm, voilà, soit quelqu'un juste qui veut être tranquille. Et puis voilà, à réévaluer. On verra plus mm. tard si on arrive à mettre quelque chose. Mais après, c'est pas mettre des objectifs pour le principe de mettre des Tout à objectifs, fait. Uniquement parce pour que satisfaire à voilà. l'obligation légale, c'est pas Ouais. vers ça vers quoi il faut aller, non. Parce que sinon, on va se noyer par rapport à trop d'objectifs, trop Tout à fait. d'actions. Et puis c'est Tout à dommage parce fait. que par contre, des actions pertinentes, on va pas les faire, on va passer à côté Mm, parce que on aura ouais. ce sera mis une charge de travail un Mais en peu tout cas, c'est une trop. évidence que cette échelle, ou la mienne ou une autre, euh, en tout cas, pourrait et devrait être utilisée lors de l'élaboration de ce projet de vie,
Et surtout, je pense à une démarche de co-construction dynamique qui implique le résident. Ça, c'est très important. Souvent, on fait le projet de vie sans l'impliquer. Parfois, on le fait, on ne lui donne pas ce qu'il veut, ses désirs, ses besoins, ses envies, et on le fait pour lui. Et ça, c'est une erreur, je trouve. Il faudrait impliquer le résident à la fois avant, pendant et après le projet de vie. Ça, j'accorde une importance importante à la co-construction dynamique du projet de vie, en intégrant le résident, quel que soit son Ouais, c'est vrai. propositif. Mm. Mais après, même pour les résidents, c'est parfois compliqué de se pencher là-dessus. Tout à Et fait, même ouais. pour tout le monde, hein. Parce Exactement. que tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi votre projet de vie? Bah, Ah oui, en même fait, nous. on Hein. ne sait pas trop, tu vois. On va dire, bah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais à moyen terme, à long terme, est-ce que c'est plus un rêve ou un objectif? Enfin bref, Mhm. c'est compliqué et c'est pour ça que ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Pas simple, mais c'est vrai que c'est bien, Mhm. c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Mhm. Euh, donc, on a parlé de cette grille. Donc, alors, attention, parce que elle est disponible. Tu l'as communiqué un petit peu, mais il y a une subtilité, un copyright. Il y a un copyright. Voilà, l'auteur original, Rebecca Loxton, a gardé le copyright. Et c'est une société à Lyon qui gère un peu les droits de copyright. Et, alors, l'utilisation est gratuite, mais il faut en faire la demande. Et la demande d'autorisation auprès du MAPI Group. MAPI On mettra Trust Group. les notes. Oui, tout à Ouais, fait. Et éventuellement, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez du mal à vous procurer cette échelle-là, je vous indiquerai tout ce qu'il faut faire, comment faire la demande. Ce n'est pas évident parce que c'est une société en plus qui gère ça en anglais, donc j'imagine un petit peu la complexité, mais en tout cas, il faut faire cette démarche, en tout cas, de demander l'autorisation d'utiliser cette échelle-là pour une approche clinique, pour une utilisation clinique qui est gratuite, comme je le rappelle, en EHPAD, mais il faut en faire la demande. Là est la d'accord. subtilité, malheureusement. Donc, c'est gratuit, mais quelle contrepartie? La contrepartie, c'est qu'il faut en faire la demande, en tout cas écrite, sur le site web du MAPI Ouais, Group, comme quoi on va l'utiliser dans une perspective clinique en EHPAD. Et après, ils vous fournissent l'échelle, les consignes, et il y a un contrat qui est rédigé. Mais d'accord. c'est gratuit en tout cas. Mais il y a une démarche de formalité quand même pour respecter les droits d'auteur. Et c'est en ça que c'est un petit peu contraignant. Et est-ce que, par exemple, il faut faire des retours, expliquer, voilà, Non, comment donner des résultats? Non, même pas. non, Juste, même pas. Par contre, il faut juste dire quelle utilisation on va en faire, OK, dans quel cadre. Il faut préciser que c'est un cadre clinique en EHPAD pour évaluer la qualité de vie en EHPAD des résidents, que ce n'est pas une version recherche. Et OK, vous aurez l'autorisation automatique de l'utiliser. Il n'y aura aucun d'accord. souci. Ils veulent juste savoir combien de Oui, personnes vont l'utiliser tout et à voir fait. comment ça peut prendre. Exactement. Ok, super. Euh, et du coup, toi, au niveau de ton doctorat et tout ça, t'en es où dans tes recherches? Alors, il me reste encore un an et je poursuis mes recherches, en fait. Je poursuis mes recherches. Alors, je suis en train de travailler actuellement sur un outil qualitatif qui serait complémentaire à cette échelle-là pour essayer de comprendre comment les résidents pourraient répondre à des questions qualitatives ouvertes. Est-ce qu'ils sont capables de répondre ou pas? Donc, c'est l'objet de mes recherches actuelles. D'accord. Euh, donc, ils sont complémentaires justement à cette échelle-là qui était plutôt quantitative. Et je travaille également à côté sur une échelle auprès des soignants. Et Ok. justement, je lance un appel à l'action auprès Ah bah, super. oui, des directeurs d'EHPAD et des cadres de santé, s'ils veulent bien m'ouvrir les portes, en fait, parce que j'aurais besoin qu'ils m'ouvrent les portes pour distribuer un questionnaire auprès des soignants, parce que je valide un outil, en fait, pour évaluer la perception qu'ont les soignants d'être centrés sur la personne ou pas. Alors, c'est un outil, en fait, de validation, et c'est un outil qui servirait à la fois à la pratique clinique, mais aussi à la recherche, parce qu'on ne sait pas non plus l'évaluer. Donc, D'accord. Alors, voilà, c'est un protocole à distribuer aux soignants. Ils répondent en 20 minutes à peu près, en dehors de leur lieu de travail, bien évidemment. Et après, il s'agirait de me le retourner et que je puisse justement évaluer cette perception qu'ils ont, de savoir s'ils sont centrés sur la personne, s'ils ont le sentiment, la perception de prodiguer des soins qui sont centrés sur la personne ou plutôt sur le soin, en fait. hum, c'est intéressant. C'est Mais du intéressant. coup, c'est quand même là aussi ultra subjectif et Oui, même culturellement un peu orienté oui. parce qu'ils vont être obligés de répondre. Je suis centré sur la personne, monsieur. Moi, je suis dans l'humain. Oui, mais pas forcément. Il y en a qui répondent justement qu'ils ont le sentiment d'être dans un établissement justement qui ne leur laisse pas la liberté et Oui. qui répondent finalement non, non, je n'ai pas le temps de m'occuper personnellement des gens, j'ai des tâches à faire, j'ai une tâche qui est prescrite, je ne peux pas y déroger, je n'ai pas le sentiment de travailler sur la Ouais. personne, je suis plutôt centré sur le soin.
c'est très subjectif là aussi, c'est que, tu le disais, hein, c'est comme la qualité de vie, c'est une perception d'être centré sur le soin ou pas. Et il va y avoir des différences interindividuelles entre les soignants. Ouais, c'est intéressant. Après, du coup, comment tu fais pour avoir une évaluation du contexte? Tu vois, parce que Oui, c'est intéressant. C'est comme tu le oui, dis, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, en fait, nous, on est en sous-effectif chronique, oui, on fait du lancer de malade, oui, c'est comme ça, et du oui. coup, c'est pas de ma faute. Et non. Alors, on va Je vais évaluer le le remettre contexte, sur bien le dos de évidemment. l'établissement. Il y a ces variables sociodémographiques avec la taille de l'EHPAD, le statut, Ouais. euh, tout ça, on va pouvoir justement l'étudier. Est-ce qu'il y a des variables qui influent justement sur la perception qu'ont les soignants d'être centrés sur la personne ou pas? Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et là, par contre, on est clairement aussi sur la logique QVT. Moi, j'ai un souvenir Oui, exactement. d'un aide-soignant sur un entretien annuel où je lui demande bah, comment ça va et tout. Et il me dit franchement, super. Alors, je me dis, ah, c'est bizarre quand même. Il dit, bah, enfin, du coup, j'essaye de creuser un peu et tout ça. Et je dis, bah, ok, bon, bah, tant mieux. Ça fait plaisir en même temps et c'est bien. Mais il dit, en gros, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous trouvez super? Il dit, c'est simple. Il dit, là où je bossais avant, je devais m'occuper en gros, je sais pas, de 20 résidents sur la matinée. Donc, il dit, en gros, je bâclais, je courais. Et il dit, en rentrant chez moi, j'avais des gros cas de conscience de me dire, ben, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour telle personne. Mhm. Et il dit, aujourd'hui, j'ai plus ça. Parce que j'arrive à faire ce que je veux faire pour les personnes. Donc, il dit, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon job et je me sens mieux. Et ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça terrible, en fait. Mais bon, mais c'est vrai que c'est là aussi où il peut y avoir où c'est super intéressant de pouvoir évaluer tout ça. Et pour en revenir à la QVT, ça montre bien que ce qui est vraiment important, tu Mhm. vois. Tout à fait. Et que la salle de pause, c'est bien, mais voilà. Et puis, dans un environnement un peu plus classique, le baby-foot, on s'en fout un peu. Mhm. Ce qui est important, c'est voilà, la relation qu'on peut avoir avec ses collègues, le sentiment du travail bien fait. Ça, c'est important. Oui. La reconnaissance aussi éventuelle, mais finalement, voilà, il y a aussi là aussi des échelles d'importance qui sont super intéressantes. Donc, ben, c'est un super projet. Mhm. J'aimerais qu'on puisse en reparler quand on aura des résultats, mais pour Bien ça, sûr. ben, ouais, on appelle les personnes, les directeurs, les cadres de santé, les IDEC, les psychologues et tous ceux qui pourront nous écouter à te solliciter. Donc, on te Absolument. contacte comment? Alors, par LinkedIn, éventuellement, en me demandant Ouais. en contact ou en m'envoyant un mail à christophe.couzy@gmail.com. Je le mettrai Voilà. dans les notes. Alors, c'est un Euh, protocole qui nécessite également beaucoup de sujets, donc bien évidemment, ouais, est-ce que les tu as une recherches. limite, un Et minimum? il faudrait 500 ou 1000 participants en tout cas. Ouais, Après, ça peut aller très vite. Voilà, un EHPAD, c'est 30, 40 parfois soignants, mais ouais, oui, ouais. Un ça demande du groupe, temps. Un groupe, une exactement. asso qui joue le Exactement. jeu. Je remercie déjà le groupe Agesta qui m'a ouvert les portes, hein, qui sont très Ok, orientés vers la recherche. J'attends peut-être une ouverture aussi des autres groupes. J'en serais ravi en tout cas. Et je les en ok. remercie par avance. Super. Eh ben merci Christophe pour toutes ces infos, Merci infiniment, Arnaud. pour la transcription ou la traduction du questionnaire en français voilà, pour l'ouvrir aux établissements de chez nous. Et puis à suivre. On verra si au niveau de tes recherches ce que ça peut donner, si on peut avoir des infos complémentaires, ce sera passionnant d'en discuter. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Arnaud, pour À l'invitation bientôt. et la longue vie à ce podcast qui est Ah, je te formidable. remercie. Merci beaucoup. À très bientôt, Arnaud. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.